À l'heure où on tourne cette discussion, ça fait 18 jours que le Rassemblement national se fait cuisiner par le tribunal correctionnel de Paris. À peu près une vingtaine de personnes, dont Marine Le Pen, sont poursuivies dans cette procédure pour des faits présumés de détournement de fonds publics, recel, complicité de détournement de fonds publics. Notamment, Marine Le Pen, elle risque l'inéligibilité dans ce procès, donc autant vous dire que ça a une importance. Et en parallèle, il y a un acteur qui échappe à ce procès, c'est Jordan Bardella. Début septembre, à Libération, on vous révélait des fausses preuves qu'il aurait concoctées pour justifier un emploi fictif à Bruxelles. Et donc, aujourd'hui, je vous propose de discuter avec Tristan Berthelot. Salut Tristan. Salut. Tristan, tu es un de nos journalistes spécialistes de l'extrême droite à Libération, et c'est notamment toi qui as révélé ces fausses preuves de Jordan Bardella. Et sur le procès, tu le couvres depuis son ouverture le 30 septembre. Alors, ma première question, elle est directement dans le vif du sujet. Tristan, est-ce que Marine Le Pen pourrait se voir interdire l'accès à la présidentielle 2027 ? Je vous fais une petite pause. Si cette discussion vous plaît, abonnez-vous à la chaîne YouTube de Libération. On en publie chaque semaine. N'hésitez pas à nous donner votre avis en commentaire et je vous souhaite un bon visionnage. En tout cas, c'est prévu par la loi. Si elle est condamnée, elle pourrait avoir une peine d'inéligibilité qui pourrait aller jusqu'à 10 ans. Elle pourrait l'avoir ou pas ? Au vu du dossier, oui, je pense qu'elle pourrait l'avoir. Ah ouais ? Oui, le dossier est assez lourd, mais après, je ne suis pas juge ni avocat, je suis journaliste. Elle se défend et par ailleurs, toutes ces personnes sont présumées innocentes. Comme je le disais tout à l'heure, ce procès, il repose sur des soupçons de détournement de fonds d'assistants parlementaires fictifs au Parlement européen. Est-ce que tu peux nous expliquer le système qu'a monté le Front National, qui est plus tard devenu le Rassemblement National ? Alors, en fait, le système est le suivant, enfin, il serait le suivant. On va utiliser du conditionnel puisque le procès est en cours, évidemment. À partir de 2014, surtout, le Rassemblement national fait entrer à Bruxelles 23 députés européens. Jusqu'ici, il n'en avait que 3. Il se retrouve avec, d'un seul coup, beaucoup d'eurodéputés, une manne financière énorme, c'est-à-dire que ces eurodéputés ont chacun une enveloppe de 21 000 euros pour embaucher des assistants. C'est très important. Ces 21 000 euros multipliés par 23 sont une somme considérable, alors que le parti, de l'autre côté, qui a beaucoup moins de moyens, qui n'a pas beaucoup d'élus à l'Assemblée nationale et donc peu de dotation de l'État, est endetté à hauteur de 9 millions d'euros. Et donc, voici ce parti qui essaye de grandir, de faire évoluer sa politique, de l'ascension de Marine Le Pen, qui n'a pas de moyens, et de l'autre, un parti qui arrive à Bruxelles avec des énormes enveloppes, 23 eurodéputés, énormément de possibilités d'embaucher des assistants parlementaires. Ils vont donc décider d'utiliser ces fameux assistants, qui sont en fait de pseudo-collaborateurs de députés européens, pour en réalité travailler pour le Front National et l'ascension de Marine Le Pen. C'est-à-dire que ces personnes vont faire de la politique au lieu de travailler à aider leur eurodéputé à faire des choses importantes au Parlement européen. Ça constitue aussi une mise en pratique de la philosophie du Rassemblement national, ex-Front National. À l'époque, c'était le Front National, hein, donc si vous voulez, on va parler jusqu'au bout de Front National. Il a changé de nom qu'en 2018. Et surtout de grossir grâce à cet argent public de l'Europe qu'il a lui-même en horreur. Donc ce qui se passe, c'est qu'il y a un jour, un peu après 2014, une dénonciation anonyme de personnes sans doute qui a été lésée dans cette distribution de postes, qui prévient le Parlement européen que le Rassemblement national est en train d'appliquer ce qu'il faisait depuis des années, c'est-à-dire de faire payer par l'Europe le travail de collaborateurs en les déguisant en assistants parlementaires. Il faut savoir que le mandat avant, c'était Jean-Marie Le Pen, surtout, qui, depuis des années, faisait payer par l'Europe son assistante personnelle. Voilà. Et donc oui, c'est ça, justement, tout commence avec Jean-Marie Le Pen. Lui, concrètement, comment il fonctionnait ? Est-ce que c'était un système qui était aussi gros que ce qu'aurait monté Marine Le Pen ensuite ou pas ? Alors, justement, en fait, il faut comprendre que le FN, arrive au Parlement européen. Jean-Marie Le Pen arrive au Parlement européen en 1984. Il va y rester quasiment sans discontinuer jusqu'en 2019, la fin du dernier mandat. Il a été réélu en 2014. Et après, il n'est plus au Front National. En tout cas, il a été son président d'honneur. Jean-Marie Le Pen arrive à un moment donné où les règles du Parlement européen n'existent pas vraiment. C'est en train de se créer. Petit à petit, elles vont devenir de plus en plus précises.
Et lui, bon, c'est un eurodéputé assez discret, qui travaille pas beaucoup en tant qu'eurodéputé, et qui va, au cours des premiers mandats, mettre en place des usages qui sont plus ou moins acceptés à l'époque. C'est-à-dire que faut savoir qu'il y a eu pendant un moment des assistants parlementaires qui étaient payés avec de l'argent liquide, quoi. Mais c'était un petit peu comme ça. Faut se remettre dans le contexte, voilà, dans le contexte. Et Jean-Marie Le Pen prend un peu plus de hauteur. Un jour, ils sont un peu plus nombreux. Donc, dans le mandat à partir de 2009, ils vont se retrouver à 3 au Parlement européen, c'est-à-dire Jean-Marie Le Pen, Bruno Gollnisch et Marine Le Pen, donc les 3 grosses têtes du Front National, et continuer avec ces usages de Jean-Marie Le Pen, c'est-à-dire on utilise l'argent de l'Europe pour payer des collaborateurs du bureau. Et elle, Marine Le Pen, quand elle reprend le système, est-ce qu'elle le grossit? Est-ce qu'il reste le même? Comment est-ce que ça se passe quand Marine Le Pen reprend le système? Alors, ce qu'il faut comprendre, et ce qui est un peu primordial, même si c'est un peu compliqué, c'est qu'à chaque fois, il y a au Parlement européen un système pour payer les assistants qui s'appelle le tiers payant. C'est-à-dire qu'il y a une personne entre les élus et le Parlement européen, qui est une espèce de comptable gigantesque, expert comptable, qui prend l'argent, qui paye les assistants et ensuite se fait rembourser par le Parlement européen. Ça facilite, entre guillemets, le paiement des assistants sans que le Parlement européen ne se retrouve à être une énorme RH qui gère des milliers d'assistants. Par ailleurs, ces assistants, ils ne restent pas forcément toujours au même poste pendant les mandats. Il y a des élections, des trucs comme ça. Donc, au départ, 2009-2014, où ils sont, je vous rappelle, ces eurodéputés ne sont que 3, on a un tiers payant qui s'appelle Christophe Moreau, qui travaille avec Jean-Marie Le Pen et qui s'occupe de dispatcher sur les enveloppes des eurodéputés, les 3, les postes des personnes qui viennent de passage, quoi. Quand Marine Le Pen prend la tête du Front National en 2011, elle va changer le tiers payant, ça va devenir un de ses proches, un certain Nicolas Crochet, et à l'élection d'après, donc on va passer de 3 eurodéputés à 23 eurodéputés. Ce système qui était avant tout un petit usage entre discrets députés européens qui passaient un petit peu au travers de la loupe du Parlement européen va devenir un système gigantesque, généralisé et avec une très grosse méthode, une structure où un personnage qui s'appelle Charles Van Hout, comptable également, distribue toutes les enveloppes sur tout le monde à mesure qu'elles sont disponibles. Et ce tiers payant, proche de Marine Le Pen, va payer ces personnes. Donc là, ce système devient à la main de Marine Le Pen dès cette date-là. Alors concrètement, comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce que le Parlement européen se rend compte qu'il y a un problème avec les assistants parlementaires du Front National, nouvellement Rassemblement National? Alors, comme je vous le disais, il y a eu d'abord cette dénonciation anonyme, puis ensuite, en 2015, le février 2015, le Rassemblement National, le Front National, pardon, publie, comme il le fait assez régulièrement, comme il l'a fait plusieurs années avant, un organigramme politique, c'est-à-dire l'affichage des postes des assistants sur des postes stratégiques. Marine Le Pen est présidente, Florian Philippot est vice-président à la communication, Nicolas Bay est secrétaire général du parti politique, on a un président d'honneur qui s'appelle Jean-Marie Le Pen, on a un trésorier qui s'appelle Valéran de Saint-Just, et sous chaque nom, on a une tripotée d'assistants, de personnes. Pardon, j'ai dit assistants, mais en fait, ce sont sur cet organigramme donc des gens qui ont une fonction politique affiché par le Front National, donc en février 2015, notamment, par exemple, Jordan Bardella est chargé de mission dans l'équipe de communication de Florian Philippot. On a d'autres personnes qui ont des postes comme ça. Et le Parlement européen, voyant cette liste, se rappelle que, en fait, certains noms font tiquer son esprit. Ils se disent, mais attendez, c'est très bizarre parce que dans cette liste, moi, de gens qui ont des postes particuliers au Front National, j'ai des assistants parlementaires qui sont censés travailler donc au Parlement ou pour leurs députés européens et qui, visiblement, ont un autre poste au parti. Donc, le président du Parlement européen de l'époque s'appelle Martin Schulz, qui est un social-démocrate. C'est important parce que le Front National va
depuis cette histoire, raconter qu'il s'agit d'un procès politique de la gauche qui lui en veut, exactement. Enfin, voilà. Va prévenir l'organisme antifraude du Parlement européen, l'OLAF, qui a l'habitude de ce genre d'enquête pour vérifier, et va également prévenir la justice française. À l'époque, la ministre de la Justice était Christiane Taubira, qui va lancer une enquête, une information judiciaire sur des soupçons de détournement de fonds publics, de faux, usage de faux, et je ne sais plus, parce que la prévention a évolué pendant toute l'instruction. Tristan, est-ce que tu as des exemples d'emplois fictifs, du coup, au Parlement européen, que des assistants parlementaires ont occupés et qui concordaient ou ne concordaient pas avec ce qu'ils faisaient vraiment pour le parti? Alors, bon, on parle d'emploi présumé fictif, mais la définition de l'emploi fictif, c'est pas la définition de quelqu'un qui a un contrat et qui ne travaille pas. La définition de l'emploi fictif, c'est quelqu'un qui signe un contrat pour une tâche avec une personne ou une entreprise et qui en réalité va faire autre chose. Là, c'est exactement ce qui s'est passé. Donc, on a ces emplois fictifs présumés là. Pour vous donner des exemples, pendant des années, le garde du corps de Jean-Marie Le Pen et ensuite de Marine Le Pen, qui est aujourd'hui le garde du corps, par ailleurs, de Jordan Bardella, président du RN, Thierry Légier, a enchaîné pendant des années des contrats d'assistant parlementaire. Il était en réalité payé par l'Europe pour être le garde du corps du président de la formation d'extrême droite. C'est le cas également, on pourrait dire, de Catherine Griset, qui a été pendant longtemps l'assistante personnelle et non l'assistante parlementaire, puis la chef de cabinet de Marine Le Pen, tout en étant rémunérée par l'Europe en tant qu'assistante parlementaire accréditée. Là, je fais une petite parenthèse parce que assistant parlementaire accrédité, c'est un poste, un statut en tout cas juridique spécifique qui n'est pas le même que assistant parlementaire local. Un eurodéputé a le choix de prendre des assistants parlementaires accrédités ou des assistants parlementaires locaux. Les deux ont des fonctions qui pourraient être à peu près similaires. L'assistant local, lui, doit rester dans ce qu'on appelait avant les circonscriptions. En tout cas, il reste en poste en France. Il va assister son parlementaire à distance, l'aider, lui faire des revues de presse, des préparations de discours, le représenter aussi en France auprès des usagers, des électeurs. L'assistant parlementaire accrédité est plus là pour un travail potentiellement, normalement, législatif. Donc, il participe aux sessions à Bruxelles, il participe à la préparation d'amendements pour l'eurodéputé. C'est un job sur la feuille un peu plus technique, ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas donner à l'assistant local, à l'assistant accrédité la même chose. Il y a une règle qui est très importante, c'est que l'assistant accrédité doit vivre à Bruxelles, ou en tout cas dans un des 3 points du Parlement européen, donc Bruxelles, Luxembourg ou Strasbourg, et il a un statut d'expatrié. C'est-à-dire qu'il a une prime d'expatriation, on est dans un autre pays, on est en Belgique, et il a aussi des avantages fiscaux, c'est-à-dire qu'il va pas payer une partie de ses impôts, ils sont soumis à l'impôt belge, et il ne va pas payer ses impôts en France. Ils sont prélevés à la source directement au Parlement européen. Pourquoi on dit ça? C'est parce que Catherine Griset était assistante parlementaire accréditée pendant des années, sauf qu'elle n'a jamais habité à Bruxelles. Elle avait en fait un pied-à-terre dans une maison d'un proche de Marine Le Pen qui s'appelle Charles Van Hout. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Charles Van Hout était le comptable qui distribuait sur les enveloppes, les postes d'assistants parlementaires sur les enveloppes disponibles. Donc elle avait un pied-à-terre là-bas, sans doute qu'elle n'y est jamais allée, une petite chambre dans sa maison. Et elle a dit devant la juge, lorsqu'elle a été entendue mardi, qu'elle ne savait pas qu'elle aurait dû habiter à Bruxelles. Marine Le Pen aussi a osé cette défense. Elle a dit je savais qu'il fallait être résident de Bruxelles, je ne savais pas que cela voulait dire résider à Bruxelles. Je vais prendre une question dans le chat. Camoulox qui te demande de revenir un petit peu sur le problème avec Légier, donc le garde du corps de Jean-Marie Le Pen. Qu'est-ce que Thierry Légier, le garde du corps de Jean-Marie Le Pen, devait faire à Bruxelles et qu'est-ce qu'il faisait finalement? En fait, c'est un peu compliqué. De toute façon, il y a un truc qui est extrêmement clair, c'est que Thierry Légier n'a toujours été que le garde du corps.
d'accord ? Il avait une fonction de garde du corps. Quand il signait ses contrats, il apparaissait après coup comme directeur de la sécurité. Il y a une petite précision que je dois faire, c'est que quand il signe ses contrats, il n'y a pas encore de poste défini. C'est-à-dire, notamment en 2014, quand la mandature commence, le temps que tout se mette en place, on a le droit, en tout cas le Parlement européen l'autorise, de donner le poste d'assistant un peu plus tard. Donc lui, ça a été le cas par des avenants qui arrivaient un petit peu après. Donc Thierry Légier, c'était quelque chose d'extrêmement connu. C'est quelqu'un qu'on voit à chaque déplacement en tant que journaliste, reporter qui suit Marine Le Pen ou Jean-Marie Le Pen. C'était le garde du corps, par ailleurs, du président de la formation d'extrême droite. Il est derrière tout le temps. Il déplace il pousse les gens, il le protège. On l'a vu lors d'un déplacement de Marine Le Pen en Martinique, la protéger quand elle a été attaquée par des opposants lors d'une interview. Voilà, donc ça c'est le poste, en tout cas ce que faisait Thierry Légier. Lui, dans sa défense, il explique qu'il était en réalité effectivement assistant parlementaire. Il ne nie pas qu'il a signé des postes d'assistant parlementaire, et pour justifier un poste d'assistant, il explique que il protégeait le président et l'eurodéputé qui était Jean-Marie Le Pen, puis Marine Le Pen qui était également eurodéputée, donc il participait à la politique de ce dirigeant politique, qui sont par ailleurs des eurodéputés. Il disait également qu'il était chef de la sécurité, donc qui chapeautait lors des déplacements, en tout cas des arrivées de Marine Le Pen au Parlement européen ou lors de déplacements, des choses qui participaient à la politique de Marine Le Pen en matière européenne. C'est un peu là-dessus que joue depuis le début le parti pour se défendre, c'est-à-dire que ils faisaient à peu près tous de la politique. C'est un peu plus compliqué à défendre pour Thierry Légier parce qu'il n'a pas produit un travail politique comme d'autres ont pu le faire. Mais au bout du compte, selon eux, toutes ces personnes finissaient au bout du bout par participer à une cause commune qui devait forcément aider le député européen qui était Marine Le Pen ou Jean-Marie Le Pen. Évidemment, ça ne tient pas beaucoup, surtout pour des juges qui, eux, jugent en droit et pas dans une espèce d'imagination de la politique, mais c'est à peu près ça qui s'est passé. Pour comprendre exactement comment tout ça se passe, moi j'ai une question peut-être un peu bête, mais pourquoi ils font ça ? En fait, ils n'ont pas d'argent, le Front National et le Rassemblement National par la suite ? Ils ont des problèmes d'argent. Ils n'ont pas les moyens de payer toutes ces personnes aussi chères. Thierry Légier, il faut savoir qu'il était payé comme un eurodéputé en tant qu'assistant, avec des salaires à 5 400 euros. Catherine Rizet, c'était moins cher, mais leur nombre de collaborateurs devient exponentiel à l'époque. C'est un parti qui a toujours eu des problèmes d'argent parce qu'il a toujours vécu au-dessus de ses moyens. Il a toujours trouvé des façons, alors je vais dire magouille, mais ça serait mal interprété, mais en tout cas des manières de faire de la politique sans revenu, en utilisant les largesses de l'État, l'argent public, la possibilité de se faire rembourser pendant les campagnes électorales sur les comptes de campagne. Donc à des moments donnés, on va décaler des assistants parlementaires pour les mettre sur une campagne, et là ils vont être remboursés non plus par le Parlement européen, mais par l'État dans le cadre de campagne. Pour donner un exemple concret, par exemple, on a quelqu'un aujourd'hui qui s'appelle Julien Audoul, qui est porte-parole du parti, qui a été longtemps un assistant parlementaire d'une dame qui s'appelle Mylène Trozinski. Il avoue devant les juges lors de son audition qu'il n'a jamais travaillé pour elle, qu'en fait il était l'un des conseillers spéciaux de Marine Le Pen, et il en était par ailleurs très fier. Il y a à un moment donné une élection, je crois que c'était pour les régionales en 2015, où on le déplace de son poste présumé fictif, d'assistant parlementaire pour travailler pour cette campagne. Donc il n'est plus payé pendant cette période-là par le Parlement européen, mais par l'État français, ce qui libère à un moment donné justement une enveloppe, celle de Mylène Trozinski, pour embaucher un autre collaborateur. Vous voyez comment le système se met en place pour ne jamais laisser ces fonds libres et toujours utiliser chaque centime au moment prévu pour le faire pour le parti. Toi, Tristan, tu as longuement enquêté sur un autre acteur de cette affaire, c'est Jordan Bardella. Est-ce que lui, il a participé d'une quelconque manière à ce système du FN et après du RN ? Alors, Jordan Bardella, il a été assistant parlementaire d'un député européen qui s'appelle Jean-François Jalc. C'est un historique
du parti, qui est rentré au Front National en 1974, qui a été longtemps une des têtes pensantes de la stratégie juridique du Front National. C'est un proche de Marine Le Pen. Il n'est pas au procès, bien qu'il soit renvoyé pour des raisons de santé. Il a fait un AVC il y a quelques mois. Jordan Bardella, lorsqu'il a 19 ans, signe un contrat d'assistant parlementaire local à mi-temps pour ce député, Jean-François Jalc. Il va être en poste du 16 février au 30 juin 2015 de cette année, à une époque où, selon les dires de Marine Le Pen elle-même, on est dans une période de flottement. Les eurodéputés ne sauraient pas exactement quoi donner à faire à leurs assistants, ni exactement ce qu'ils devraient faire au Parlement européen. Elle le dit devant les juges lors d'une de ses auditions en avril 2019. Voilà, donc Jordan Bardella, oui, a participé à ce système, involontairement ou pas. En tout cas, il a touché un salaire pendant 4 mois et demi de 1 200 € net pour un mi-temps, ce qui est plutôt pas mal. Ça fait 2 fois et demi le SMIC. Il était à l'époque également étudiant en géographie. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a pu négocier ce contrat avec son eurodéputé. Je sais pas si tu l'as dit, mais c'était à mi-temps, c'est ça? C'était un contrat à mi-temps à 1 200 €. Voilà, il travaillait, je crois, de 9h30 à 12h30. Enfin, son contrat prévoyait ses horaires de 9h30 à 12h30 tous les jours de la semaine. Ce qui est pas mal. Il est en même temps étudiant en géographie, en fait, où il va jamais en cours. Il fait effectivement passe son temps à faire de la politique pour le Front National et sans doute beaucoup pour Florian Philippot, qui est alors le numéro 2 du FN et en charge de la communication et de la stratégie, et qui est un proche de Bardella à l'époque. C'est lui qui lui met le pied à l'étrier pour se lancer en politique. Et au sein du FN, comment on le qualifie, Jordan Bardella? J'avais lu dans un de tes papiers qu'on le qualifiait pas nécessairement de quelqu'un qui travaillait, mais juste d'un militant chevronné. Il y avait un truc comme ça? C'est ça, en fait. À l'époque, personne ne sait qu'il est assistant parlementaire. Il le dit pas. Il explique à personne. Il y a des gens qui l'ont découvert même il y a peu de temps, quand les journalistes ont commencé à s'intéresser au passé de Jordan Bardella. Par ailleurs, donc là, on le voit comme le président du Rassemblement national à 29 ans, mais en 2015, quand l'affaire éclate, il est personne. Quand il est député, enfin quand il commence à être assistant parlementaire, il est vraiment qu'un militant qui commence à monter. Il va devenir un peu plus tard porte-parole du FN. On va commencer à lui trouver des choses intéressantes à lui donner à faire. Il n'est pas encore tête de liste aux européennes comme il le sera en 2019. C'est une petite main qui est en train de monter dans le parti et à qui on va donner un salaire pour lui permettre d'évoluer dans le parti. Et à quel moment, au FN, on commence à se dire « Oh waouh, Jordan Bardella, il est peut-être dans la sauce ». Alors en fait, comme je vous avais dit, l'affaire commence en 2015 et l'instruction va durer 9 ans. En 2017, va apparaître dans le dossier un assez gros tableau qui est fourni par l'avocat du Parlement européen qui s'appelle Patrick Maisonneuve, donc qui est partie civile au procès, qui répertorie sur un gros tableau tous les assistants parlementaires qui ont eu pendant toute une période, donc de 2004 à 2016, une période très très longue, des activités potentiellement incompatibles avec leur poste d'assistant parlementaire. Ce sont des gens qui ont été longtemps sur des périodes électorales à des salariés de campagne, qui ont des postes au siège du parti, où on a l'impression, en tout cas, que des documents montrent qu'ils faisaient autre chose, et apparaît à la ligne de Jean-François Jalc le nom de Jordan Bardella, ce n'était pas encore apparu jusque-là, pour un montant de 10 444 €, ce qui correspond à son salaire chargé pendant 4 mois et demi. Là, ce qui se passe, c'est que les équipes de Jean-François Jalc, qui est quelqu'un, donc qui est un juriste dans l'âme, qui est quelqu'un de très très précautionneux, vont commencer à paniquer, et apparaît un personnage qui s'appelle Guylain Dubois, qui est l'un des assistants parlementaires de Jean-François Jalc, qui est lui-même avocat belge de Marine Le Pen en Belgique, et qui va commencer à commander à un stagiaire. J'espère que c'est pas trop compliqué. En tout cas, toute l'équipe de Jean-François Jalc commence à s'y mettre. Des faux documents pour protéger éventuellement, a posteriori, Jordan Bardella de son inactivité de l'époque où il était assistant parlementaire fictif. Et qu'est-ce qu'ils se disent ?
Qu'est-ce qu'ils se disent? Ils se disent que en fait, Jean-François Jalc commence à être un peu cerné par la justice. Il a pendant plusieurs fois refusé de répondre à des convocations des juges. Et à un moment donné, il va bien falloir qu'il s'explique sur ce poste d'assistant. Jalc s'ouvre à des personnes qui sont à l'époque dans le bureau en disant on a un problème avec Jordan Bardella, c'est qu'il n'a absolument rien fait pour moi en tant qu'assistant parlementaire. En fait, il faisait de la communication pour Florian Philippot. Ce qui atteste de ce lien avec Florian Philippot, c'est un mail qu'on a retrouvé dans notre enquête à Libération, d'un certain Kevin Pfeffer, qui est aujourd'hui trésorier du Rassemblement national, qui est à l'époque un jeune militant qui travaillait avec Sophie Montel et Florian Philippot, c'est quelqu'un qui vient de l'Est, et qui écrit à Jean-François Jalc en disant, voilà, tu as vu avec Florian pour prendre sur ton enveloppe ce jeune militant qui s'appelle Jordan Bardella. Je propose, en calculant si ton enveloppe le permet, que tu l'embauches comme assistant parlementaire local à environ 1 200 € à partir du 15 février. Et c'est exactement ce qui va se passer. Voilà, donc ils imposent en fait à cette personne, Jean-François Jalc, cet assistant parlementaire qui ne va jamais rien faire pour lui. En 2017, ils se rendent compte donc que Jordan Bardella les met peut-être dans la sauce. Donc qu'est-ce qu'ils font pour résoudre le problème ? Alors en fait, depuis un certain temps, vient de se créer une espèce de jurisprudence des documents qui sont acceptables par le Parlement européen pour prouver l'activité d'assistant parlementaire. C'est le cas d'agenda qui montrerait que l'assistant a passé du temps avec son eurodéputé. C'est le cas aussi de rendu de documents comme des revues de presse ou des choses comme ça, puisque ça fait partie aussi des tâches. Donc Guylain Dubois écrit le 20 décembre 2017 à son jeune stagiaire pour lui proposer le montage, c'est écrit comme ça dans le mail, du dossier de Jordan Bardella, et lui demande d'aller sur un site de presse, un site de revue de presse qui s'appelle Factiva. C'est un très gros logiciel qui est utilisé par beaucoup d'entreprises, dont Libération, pour aller chercher des documents d'archives, des documents de presse, faire des revues de presse très très pointilleuses sur des périodes précises, des médias précis, des langues, des pays. Et donc si on cherche un article, il y a quasiment aucune chance qu'on ne le trouve pas là-dessus. Donc ils envoient ce stagiaire aller sur le site, faire une revue de presse de février au 30 juin 2015. Donc lui, il va sur le site Global Factiva, il clique sur Grand Est, Société, Politique, 2015, février à juin, et ça lui sort 1500 documents qu'on a pu refaire, nous, à l'identique avec le même logiciel plusieurs années après, qui va servir en fait à maquiller l'emploi fictif de Jordan Bardella. On va ensuite faire croire que c'est lui qui l'a produite. Et nous avons récupéré non seulement cet échange de mails, mais également cette revue de presse. Se joint ensuite un agenda, calendrier de 2015. On voit l'écriture de Jordan Bardella sur ce calendrier, donc un calendrier 2015 avec des avions dessus. Je vais vous montrer plusieurs pages. On trouve sur cet agenda donc des colonnes de dates, et ici l'écriture de Jordan Bardella pour montrer qu'il y a une activité de Jean-François Jalc. Donc là il y a écrit Bruxelles JFJ, donc Jean-François Jalc devait être à Bruxelles le mercredi 4 février. C'est intéressant parce que par ailleurs le Jordan Bardella ne prend son poste que le 16. Bon, mais visiblement il a commencé à faire son agenda avant. Il va écrire sur 12 pages du calendrier, sur toute la période où il est censé être son assistant parlementaire. Voilà, donc là, le 25 février, visiblement, JFJ est en plénière à Bruxelles. Et Bruxelles. Voilà, il s'embête pas beaucoup, hein. C'est intéressant parce que moi, je n'ai jamais vu d'agenda tenu pendant 4 mois et demi où il n'y a pas des ratures, des moments où on dit l'agenda, le rendez-vous est annulé, est-ce qu'on va là, est-ce qu'il y a des flèches, et surtout la personne qui tient cet agenda doit être très maniaque parce qu'elle n'a toujours utilisé que le même stylo tout le temps. C'est très, très intéressant. Bon, en fait, ce calendrier est bien un calendrier de 2015, un calendrier avion d'exception, je vous le remontre là, calendrier 2015. Sauf que ce calendrier n'est pas un calendrier de 2015 comme on pourrait le croire, puisqu'il a été acheté en 2018. On a retrouvé le bon de commande de ce calendrier
qui a été acheté d'occasion sur le site allemand Momox Shop et livré. Alors ça, c'est une petite erreur de débutant du faussaire. Hein. Il a été livré au siège du Front National. Aïe, aïe, aïe. Donc on voit bien ici, là, je ne sais pas si vous voyez, il y a écrit agenda calendrier avion d'exception 2015, 1,39 €, on ne va pas mettre trop d'argent dedans non plus. Frais d'expédition forfaitaire 3 €. Date de la commande 15 mai 2018. Et j'ai caché le nom de la personne qui l'a acheté. Rue des Suisses à Nanterre, c'est le siège du Front National. Voilà, donc on a clairement la preuve d'un faux. Alors il faut savoir que tout ceci correspond aussi à... Il n'y a pas seulement les documents, il y a les témoignages qui vont avec et qui participent à l'enquête qui est complète, bien entendu. On ne tombe pas sur ces documents comme par magie ou tombe du ciel. C'est le fruit d'une très très longue enquête qui nous amène à découvrir ces documents à la toute fin par ailleurs, de choses qu'on savait déjà mais qu'on ne pouvait à l'époque pas tout à fait prouver. Est-ce que tu as d'autres documents qui permettent de comprendre le supposé travail de Jordan Bardella au Parlement européen ? Je vais essayer de vous montrer à peu près ce que ça représente pour que vous vous rendiez compte de la chose. On voit ici un document. Ça, c'est l'étendue de la revue de presse de Jordan Bardella. C'est-à-dire que le site Global Factiva est tellement bien fait qu'on peut affiner par semaine une revue de presse extrêmement riche. Donc on va dire de la semaine du 15 février au 21 février. Donne-nous tout ce qui s'est passé en Alsace-Lorraine et qui pourrait nous servir pour un travail d'eurodéputé. Ce sont des articles qui sont comme ça. Donc tout ça, c'est pour faire croire que Jordan Bardella rendait toutes les semaines une revue de presse à Jean-François Jalc, son eurodéputé. C'est très intéressant parce que, en fait, c'est un peu un classique des faussaires du Parlement européen. En discutant avec des sources du Parlement européen, ils expliquent que quand on leur fournit après coup, parce que le Parlement, ils font aussi des demandes sur des cas spécifiques d'un seul coup. Bon, il y a énormément d'assistants parlementaires et d'eurodéputés. Ça se compte par milliers sur un mandat entier. Et donc, évidemment, le Parlement européen n'a pas les moyens humains et financiers de faire des enquêtes tout au long du mandat sur à peu près tout le monde. De temps en temps, au hasard, ils prennent quelqu'un et ils disent « Bon, voilà, est-ce que tu peux nous montrer le travail de cette personne ?» Et quand on leur remet des revues de presse signées, généralement, ça sent pas très bon. C'est-à-dire que quand on travaille en toute bonne intelligence avec un collaborateur ou quand on rend à son patron une revue de presse, il est très rare qu'on la signe, encore moins qu'on la date, puisque de toute façon, les articles sont déjà datés. C'est comme si Corentin, je sais pas, moi, tu me demandais d'écrire un article et je rajoutais mon tampon, ma signature, la date, pour bien montrer que j'ai travaillé. Et là, ce serait quelqu'un qui aurait fait ça toutes les semaines pendant 4 mois et demi. C'est un petit peu étrange. Est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce que tu sais que ces documents-là ont été faits après 2015 ? Alors d'abord, il y a donc, comme je vous le disais, les témoignages, puis cet échange de mails avec l'avocat belge de Marine Le Pen, Guylain Dubois, et ce stagiaire où il lui commande de faire ses faux. Et surtout, Global Factiva donc, est un logiciel qui laisse des copyrights sur ses revues de presse. C'est-à-dire que quand on imprime une revue de presse, imaginons qu'aujourd'hui, en 2024, je demande à Global Factiva de faire une revue de presse de 2016 sur la région Île-de-France de janvier à février. Il va laisser en bas marqué copyright Factiva Inc. Incorporation, c'est ça. Et mais avec la date 2024. Donc, ce qui va se passer avec Jordan Bardella, c'est que la personne qui a imprimé ces 1500 pages de revue de presse va supprimer avec du blanco toutes les traces de copyright qui sont en bas des pages, une par une, sur les 1526 pages, pour être plus précis. C'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail. Mais il va en l'oublier une fois, qui est là, où il y a écrit page 117 off 120, c'est de l'anglais. 2017, Factiva Incorporation, tout droit réservé. Ça veut dire que cette revue de presse n'a pu être imprimée autrement qu'en 2017 sur le site de Global Factiva. Et ce qui est un petit peu gênant, c'est que Jordan Bardella, non seulement a fait
a classé cette revue de presse par semaine. Il a aussi rajouté certains thèmes particulièrement en haut à droite de certains. Et surtout, il a ajouté, pour faire beaucoup plus vrai, je vous la montre ici, des petits commentaires qu'un assistant parlementaire aurait pu faire à son eurodéputé au moment où, chaque semaine, il lui rend sa revue de presse. Donc là, le 3 avril 2015, il y a un article de l'Est républicain, importante fuite d'eau en février, Fessenheim, les antinucléaires. Et Jordan Bardella écrit « Rencontre à envisager ». Et là, alors celui-là, c'est peut-être mon préféré. C'est un article de l'Est républicain du 1er avril 2015 qui parle de Colmar, l'arrivée au printemps du Festival Musique et Culture de Colmar. Et Jordan Bardella écrit, pour faire plus vrai, à son eurodéputé. On rappelle qu'il écrit ça en 2017 sur une fausse revue de presse datée de 2015. C'est du 2 au 19 avril, peut-être l'occasion d'y faire un tour et associer les élus locaux du front. Si ok, je vois pour caler dans l'agenda, qui lui ne sera acheté qu'en 2018. Donc les documents, ils sont écrits de la main de Jordan Bardella. Et toi, tu t'es permis de faire un petit montage pour montrer les similarités d'écriture entre ces documents et d'autres instances où Jordan Bardella a écrit. Voilà, alors je suis obligé de préciser, mais on l'a déjà précisé dans nos articles, que ces milliers de pages de Jordan Bardella sur lesquelles on retrouve son écriture très très régulièrement ont été soumises à une analyse graphologique d'un professionnel qui a 30 ans de métier et qui a travaillé dans de nombreuses affaires et qui a expliqué qu'il n'y avait aucun doute sur le fait que c'est non seulement l'écriture de Jordan Bardella, parce qu'on l'a comparé à des écritures de Jordan Bardella, et qu'en plus, à chaque fois, il y avait quasiment 0,01% de chance pour que ce soit une autre personne qui l'ait faite. Il aurait fallu que une personne soit assez douée, un faussaire, pour imiter l'écriture à la perfection de Jordan Bardella sans faire une seule rature sur 1500 pages. C'est pareil pour le calendrier avion d'exception, c'est-à-dire que la personne qui écrit le fait d'un seul coup de main. Il n'y a pas d'arrêt dans le style d'écriture, sinon ça fait des traces, on le voit. Il n'y a aucun gommage, il n'y a aucune trace. Ça ne peut être que, selon cette analyse graphologique, ça ne peut être que l'écriture de Jordan Bardella, et ce qui correspond par ailleurs à tous les témoignages qu'on a recueillis et à tous les documents qu'on a recueillis. Et donc, de ton côté, pour illustrer un papier, tu t'es amusé à faire un petit jeu pour montrer ça donc à nos lecteurs. Voilà, j'ai voulu, pour que le lecteur se rende un peu compte, parce que une des premières défenses de Jordan Bardella a été de dire c'est faux, tout ça est une invention qui sert à donner de la déstabilisation politique contre le mouvement, comme si les journalistes de Libération cherchaient à déstabiliser le Rassemblement national, par ailleurs. Et il a dit que c'était faux, qu'il n'avait jamais participé à des faux, et en disant mais pourquoi j'aurais fait ça, puisque de toute façon je ne suis pas embêté, questionné par ce procès des assistants parlementaires fictifs, ce qui est vrai. C'est justement pour éviter la justice que ces pièces ont été faites, qui n'ont pas eu à être données à la justice, mais c'est bien pour protéger l'emploi fictif de Jordan Bardella qu'elles ont été produites. Et j'ai voulu expliquer, donc, parce que l'avocat de Jordan Bardella, Alexandre Varro, qui était aussi l'avocat de plusieurs personnes au Parlement européen, qui est aujourd'hui maintenant eurodéputé lui-même, a dit un jour à Mediapart qu'il interrogeait sur les révélations de Libération. L'agenda, c'est un faux. D'accord, on l'admet, mais c'était pas l'écriture de Jordan Bardella dessus. C'est quelqu'un, en tout cas, elle ressemble, mais c'est pas l'écriture de Jordan Bardella. Voilà, donc pourquoi quelqu'un aurait imité l'écriture de Jordan Bardella 2 ans après son contrat, et surtout pourquoi, pour cacher quoi on ne le sait pas. Et il faut d'ailleurs préciser, c'est sans doute pas pour lui nuire, parce que Jordan Bardella, en 2017, il n'est rien du tout. Il n'est pas encore tête de liste aux européennes. Il n'est pas président du RN. Hein, voilà. Donc, j'ai pris quelques lettres au hasard sur l'agenda et sur quelques présentations des revues de presse. Et j'ai voulu la comparer à un autographe de Jordan Bardella sur une affiche de campagne, en prenant les mêmes lettres. Il y a peu de doute, les lettres sont quasiment toutes similaires. Je promets que je n'ai pas cherché à pousser le trait. Hein. J'ai pris un V où je l'ai trouvé, un E où je l'ai trouvé, un LE où je l'ai trouvé, la signature Jordan Bardella. Tout est absolument identique. Par ailleurs,
l'orientation du texte est toujours souvent la même. Jordan Bardella étant gaucher, il écrit comme ça. Et voilà. Alors juste pour vous donner un peu la raison qui fait qu'il n'est pas dans ce procès, en fait, Jordan Bardella, c'est que il a gagné que 10 404 €, c'est un truc comme ça. Oui, c'est ça. En fait, il est passé entre les gouttes de la justice. Il n'a jamais été entendu ni par les policiers ni par les juges, ce qui ne veut pas dire que son nom n'a pas été évoqué lors de l'enquête. Il y a plusieurs députés qui sont interrogés sur son cas. Il a eu de la chance pour deux choses, deux facteurs. D'abord, son eurodéputé Jean-François Jacques n'a été entendu par les juges qu'en 2021. Le dossier, à l'époque, qui est déjà énorme, est quasiment bouclé. Et lui, il a, si vous voulez, travaillé que 4 mois et demi. C'est pas quelque chose qui a été récurrent. Il a touché que 10 000 €. Et les enquêteurs, au bout d'un énorme dossier, ne se sont focalisés que sur les éléments les plus probants. C'est-à-dire, les gens, il y a vraiment très peu de doutes qu'ils ont fait autre chose, qu'ils ont touché beaucoup d'argent et qu'ils avaient des emplois fictifs. Pour Jordan Bardella, en fait, ce qui se passe, c'est que Jean-François Jal, quand il est entendu par les juges, il va leur dire j'ai la preuve de travail de Jordan Bardella, j'ai des revues de presse annotées de sa main dans mon bureau, qui sont maintenant en possession de Libération, en tout cas qu'on a consulté. Et donc les juges vont pas aller plus loin. C'est vrai que c'est compliqué de tomber sur des sources qui sont au courant de l'histoire, qui ont ces documents et de faire une enquête, d'essayer de prouver qu'il s'agit bien d'un plan fictif et d'expliquer pourquoi ce sont des faux documents. Il faut quand même enquêter longuement pour comprendre pourquoi ce sont des faux documents. Et les 10 000 €, on parle d'argent public. C'est pour ça que c'est extrêmement grave. C'est un détournement d'argent public. Donc c'est l'argent de vos impôts, de nos impôts. Et juste pour se les mettre dans la poche, quoi. Pour qu'on reparle un petit peu du procès du Rassemblement national pour les supposés assistants fictifs. Toi, ce procès, tu y as été. Depuis le 30 septembre, tu le couvres. Comment est-ce que ça se passe de l'intérieur ? C'est quoi les coulisses du procès du Rassemblement national ? Alors Marine Le Pen est très présente à ce procès, elle évite quasiment jamais une journée de procès. Là, elle vient d'être entendue pendant 3 jours, de lundi à mercredi, en tant qu'ex-présidente du Front National et ancienne eurodéputée au moment où l'argent public est soupçonné d'avoir été le plus massivement détourné, donc dans la mandature 2014-2019. Elle est là, elle vient souvent à la barre donner sa version des faits, qui est souvent la même, c'est-à-dire que ça ne peut pas être des emplois fictifs parce que pendant leurs heures de travail payées par le Parlement européen, ces assistants, ces pseudo-collaborateurs faisaient de la politique, donc comme on l'a dit tout à l'heure, dans une espèce de cause commune pour l'ascension de Marine Le Pen. Elle dit ça, elle explique que les juges ne comprennent pas le fonctionnement d'un parti politique, que ces assistants ne pouvaient pas faire autre chose parce que ce sont un parti d'opposition au Parlement européen et que quand on est un parti d'opposition au Parlement européen, on n'a rien d'autre à faire que faire l'opposition nationale dans le parti. C'est à peu près la ligne de défense. C'est la meilleure avocate de tout ça. On voit aussi à quel point elle est au cœur du système. Elle connaît le dossier par cœur. Beaucoup d'assistants ont travaillé, quelques assistants renvoyés ont travaillé pour elle. Et tous, en tout cas, quand ils ont travaillé au sein du parti, ce n'est que pour l'ascension politique de Marine Le Pen. Elle est là aussi pour défendre mieux que les assistants eux-mêmes le parti, sa propre politique. Et elle risque par ailleurs très gros, puisqu'elle risque jusqu'à 10 ans d'inéligibilité, 10 ans de prison et 1 million d'euros d'amende. Donc elle y va... Elle va au charbon. Ce qu'on a vu souvent, c'est des agacements de Marine Le Pen quand elle est questionnée par la juge, des agacements de l'ancien vice-président du FN, Bruno Gollnisch, qui lui veut faire beaucoup de droit, c'est un ancien professeur de droit, et surtout un énorme décalage entre la sérénité de Marine Le Pen, en tout cas affichée quand elle est à la barre et qu'elle s'exprime très bien, c'est une bonne oratrice, elle n'a pas peur de parler aux juges et de parler fort, et l'extrême manque de préparation des assistants qui ne sont rarement, on a l'impression qu'ils sont
pas vraiment au courant de ce qu'ils risquent et de ce qu'ils ont fait. Parfois, ils connaissent à peu près mal le dossier de des choses qui les concernent pourtant depuis des années, quoi. Tu as des exemples concrets de ce que tu as entendu dans ce procès ? J'ai vu Catherine Griset, donc l'ex-chef de cabinet de Marine Le Pen, arriver à la barre et commencer à expliquer sa vie privée en disant voilà, à l'époque j'avais des problèmes de couple, j'ai voulu quitter Paris pour aller à Bruxelles. La juge la coupe tout de suite parce que là on est venu parler de droit et pas écouter des aspects qui peuvent être plaintifs, et disant mais alors attendez, vous êtes parti quand à Bruxelles, vous avez laissé votre fille de 4 ans à Paris, je ne comprends pas, et tout se débine assez vite. La juge dit bon d'accord, vous nous avez envoyé plein d'échanges de mails où vous êtes en copie des mails et ça prouverait que vous avez bien travaillé pour Marine Le Pen. Oui, elle a travaillé pour Marine Le Pen, elle recevait les mails qui étaient adressés à Marine Le Pen en tant que chef de cabinet, elle en recevait plein, elle était en copie de plein de mails pour pouvoir prévenir Marine Le Pen qu'un mail important est arrivé. Mais en quoi ces mails qu'elle reçoit, où il n'y a pas d'échange, prouveraient une activité d'assistante parlementaire à l'Europe. Et donc là, elle dit attendez, madame le juge, je vais essayer de vous trouver ça dans les 500 pages et tout, mais voilà, ça montre une très très grande impréparation. Et à la fin, elle a dit à la juge, quand même, j'ai l'impression d'avoir été traité comme une criminelle, j'ai fait 2 gardes à vue, on m'a fouillé, on parle de détournement public massif qui pourrait atteindre les 4,6 millions d'euros de préjudice pour le Parlement européen. Je me souviens d'une scène assez intéressante, c'est que la juge dit à Marine Le Pen à un moment donné, mais ces enveloppes d'eurodéputés qui servaient à employer des assistants parlementaires, ce n'est pas un dû. Le Parlement ne doit pas vous les donner. C'est-à-dire que c'est une possibilité pour vous travailler, mais pourquoi la vider en entier ? Pourquoi prendre tout cet argent ? On avait vu pendant les auditions de Marine Le Pen devant les juges qu'elle dit un jour les députés européens ne voulaient pas laisser l'argent de leurs électeurs à l'Europe. Et Marine Le Pen répond à la juge, ce n'est pas l'argent du Parlement, c'est l'argent des électeurs. Et elle considère que cet argent est à elle. Tristan, ça pourrait être quoi les conséquences de ce procès pour le Rassemblement national ? Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, beaucoup de personnes renvoyées sont poursuivies pour détournement de fonds publics. Ce sont des délits qui peuvent, selon les périodes de prévention, atteindre des peines d'éligibilité jusqu'à 5 ou 10 ans. Marine Le Pen, elle pourrait prendre 10 ans. Sinon, c'est 10 ans d'emprisonnement et 1 million d'euros d'amende, bien entendu. Ça n'ira jamais jusque-là. Mais elle peut être condamnée à une peine d'inéligibilité qui pourrait donc l'empêcher, si cette peine était confirmée en appel et qu'elle n'était pas suspensive pendant cet appel, la priver donc d'être candidate à la présidentielle de 2027. Il faut savoir que le parti politique est également poursuivi et donc il y a des peines d'amende en plus assez fortes, dommages et intérêts demandés. Et là, on parle d'une grosse partie des cadres ou ex-cadres du Front National de l'époque. Louis Alliot, par exemple, est une personne renvoyée alors qu'il est le maire de Perpignan. Ça pourrait avoir des conséquences très importante, en tout cas, si la tête du Front National, la tête officielle du Front National ou officieuse, Marine Le Pen, était coupée par cette décision politique. Et par ailleurs, donner aussi l'image d'une délinquance à des électeurs qui ont souvent en tête l'idée d'un tous pourri et que c'est même pour ça, parce qu'ils sont déçus de la politique, qu'ils se tournent vers le Rassemblement national. Sur la peine d'inéligibilité de Marine Le Pen, est-ce que ça pourrait vraiment arriver avant 2027 ? Est-ce qu'il y a le temps ? Parce qu'on sait que les procès sont longs en France. Est-ce qu'il pourrait faire des appels à tir à l'arigot pour faire ralentir la procédure et qu'il puisse quand même se présenter ou pas ? Non, il y a un appel. S'il y a appel, d'ailleurs, d'abord, il faut que les juges prononcent cette inéligibilité, ensuite décident si celle-ci est, si l'appel est suspensif de cette inéligibilité, ce qui n'est pas donné, ça n'arrive pas tout le temps. Et ensuite, il y a l'appel et ensuite, éventuellement, une cassation, mais l'inéligibilité sera, quoi qu'il arrive, si elle a été prononcée, mise effective. Sauf si si l'appel n'est pas suspensif. Est-ce que ça pourrait faire monter Jordan Bardella à la place de Marine Le Pen ? D'une certaine manière, Jordan Bardella est déjà à une place qu'a tenue Marine Le Pen. Il est officiellement,
en tout cas, le président du Rassemblement national. On sait qu'en réalité, Marine Le Pen continue à diriger ce parti, à lui donner son impulsion politique et à décider de sa stratégie. Jordan Bardella, on a vu aussi depuis plusieurs années qu'il n'était pas autre chose qu'un porte-parole un peu plus du parti d'extrême droite. On a vu aux dernières élections législatives que le costume qu'on essayait de lui donner de Premier ministre potentiel était bien trop grand pour lui. Ensuite, oui, d'une certaine manière assez virtuelle, Jordan Bardella pourrait s'imaginer qu'il pourrait être le prochain candidat naturel du Rassemblement national si Marine Le Pen était empêchée de participer à la présidentielle 2027. Mais il ne faut pas oublier deux choses. Dans l'histoire du Front National, le numéro 2 n'est pas censé diriger le parti. Le numéro 2 est fait pour aider à faire monter le numéro 1. Ça a été le cas dans l'histoire. Florian Philippot était numéro 2, il a aidé à faire monter Marine Le Pen. Bruno Gollnisch a été numéro 2, il a aidé à faire monter Jean-Marie Le Pen. Jordan Bardella est numéro 2, il aide à faire monter Marine Le Pen, mais les dauphins, comme a toujours dit Jean-Marie Le Pen, sont amenés à s'échouer et ne pas aller beaucoup plus loin. Donc moi, j'ai du mal à croire que Jordan Bardella pourrait être le candidat naturel du Rassemblement national en 2027. Et pour une dernière raison, c'est que c'est un parti qui a été créé par Jean-Marie Le Pen, qui est une PME familiale depuis sa création et qu'il n'est pas question non plus de donner les clés à quelqu'un qui ne fait pas partie de la famille Le Pen. Du coup, si Marine Le Pen est inéligible, qui va se présenter ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. On verra. Merci beaucoup Tristan pour ce stream. Merci beaucoup.